La question est sur toutes les lèvres, notamment celle des millions de Français qui ont du mal à finir leur fin de mois. Le travail paye-t-il suffisamment aujourd'hui en France ? Pourquoi une telle différence entre le salaire brut et le salaire net ? Nous avons décidé de consacrer une page spéciale de ce journal pour avoir les idées claires. Commençons par le plus simple avec Léa Kebdani et Arnaud Ifergan. Là, c'est bon, je peux les fixer, en fait. 20 ans qu'ils travaillent dans la même entreprise. Franck Boivin est chef de chantier dans le BTP, pour un salaire de 4 000 € par mois. Enfin, ça, c'est le brut. Voilà. Quand on voit le brut, on est dégoûté un petit peu, parce qu'il faut être honnête, par rapport à ce qu'on touche en net. Je me dis, sur 4 000 € brut, me retrouver avec, on va dire, 2700 €, 2800 €, je me dis, il y a 1100 € qui partent où ? Nous partons avec lui à la recherche de ces 1100 €. Commençons par demander à son patron combien il le paye. Allô ? Quand je prends le salaire mensuel brut de Boivin, je divise par 151 heures, j'ai son taux horaire brut. Oui. Un calcul un peu plus compliqué que ce à quoi on s'attendait. Résultat ? Moi, il me coûte 7 147 €. 7 147 €. Pourtant, Franck nous a dit toucher environ 2 800 €. Comment est-ce possible ? Côté employeur, il faut d'abord déduire les charges patronales. Des cotisations pour l'assurance maladie, la maternité, l'assurance vieillesse, le logement ou encore les accidents du travail. Reprenons le salaire de Franck. Une fois les charges patronales enlevées, on arrive donc à 4 000 €. Encore loin des 2 800 € nets. Alors pour comprendre ce qui se passe sur la fiche de paye, nous faisons comme tous les employés. Nous allons voir la direction des ressources humaines. Ils nous appellent tout le temps. Tout le temps ? Ouais. Côté salarié, les prélèvements représentent environ 25% du salaire brut. Des cotisations pour la santé, le chômage, la retraite, ainsi qu'une petite partie pour le remboursement de la dette sociale. Audrey, elle aussi, est employée. Elle a subi une période de chômage à la fin de ses études. Aujourd'hui, elle est convaincue de l'importance des cotisations. Ça ne nous sert pas toujours tout de suite, ça ne nous sert pas forcément à nous, ça peut servir à nos enfants, ça peut servir à des membres de notre famille, ça sert à la Sécu, ça sert à tout un tas d'organismes qui font le système français. Après les cotisations salariales, Franck perçoit donc 2 849 € net. Un salaire sur lequel il doit encore payer 194 € d'impôts sur le revenu. D'où la question, peut-on, sans réduire cette protection sociale à laquelle les Français sont attachés, redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent ? Quelles seraient les autres pistes de financement ? Les responsables politiques ont des idées, vous ne serez pas surpris, elles sont assez divergentes. Léonard Attal et Pierre Dehorne. Comment faire en sorte que le travail paie mieux ? Question au cœur des débats à l'Assemblée nationale. À droite, les députés veulent réduire le montant des cotisations sociales. Il faut réussir à augmenter le net sans faire une charge supplémentaire pour les entreprises. Est-ce qu'il ne serait pas opportun, à un moment donné, de trouver une solution où tous les Français, avec les revenus du capital, les revenus du travail, financent la maladie qui profite à tous les Français ? À l'extrême droite, pour augmenter le salaire net, on veut aussi diminuer les cotisations sociales, avec une réduction du nombre de bénéficiaires des prestations. Aujourd'hui, ce qui rend difficile l'augmentation des salaires, c'est vraiment le niveau des cotisations sociales, notamment puisque notre système de protection sociale prend en compte et protège de la même façon tous les étrangers et les Français. Nous, on est pour la priorité nationale sur un certain nombre d'aides. Cette mesure pourrait être inconstitutionnelle. Une autre partie de l'hémicycle propose d'augmenter les salaires. À gauche, on veut mettre la pression sur les entreprises. Pas touche aux cotisations sociales. Par contre, on augmente les salaires nets. Comment on augmente les salaires nets ? En augmentant le SMIC, en passant de 1 400 à 1 600 € net, mais aussi en indexant l'ensemble des salaires sur l'inflation. Les soutiens du gouvernement, eux, veulent encourager la désmicardisation, en limitant les allègements de charges sociales sur les plus bas salaires. L'augmentation du salaire coûte très très cher à l'entreprise. On peut peut-être moins aider au niveau du SMIC et plus aider après pour éviter que les personnes ne restent au SMIC quasiment toute leur vie. Il faudra attendre la fin de l'année pour connaître le dispositif retenu dans le budget. Il est aussi possible d'associer les salariés à l'essor de leur entreprise. C'était d'ailleurs la grande ambition du général de Gaulle en 1968. Qu'est devenue cette loi sur la participation ? Combien de salariés en bénéficient-ils aujourd'hui ? C'est la question en plus de Charles Divot et Marion Jouvenet. En plus de votre salaire, votre patron vous verse de l'argent. C'est ce qu'on appelle la participation et elle est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés.
Comment la toucher? Elle est en principe versée une fois par an aux salariés. Mais attention, il y a une condition, que l'entreprise dans laquelle vous travaillez fasse des bénéfices. Si c'est le cas, cela peut rapporter gros. En moyenne, l'an dernier, 1 800 € par salarié. 600 € de plus qu'il y a 10 ans, où la prime de participation moyenne était de 1 200 €. Mais avant de penser à quoi pourrait vous servir tout cet argent, sachez que seuls 6 millions de Français y ont eu droit, un peu plus d'un salarié sur 5. Très loin des ambitions affichées lors de la création de cette prime de participation salariale, c'était en 1968 par un certain Charles de Gaulle. À l'origine, la participation, c'est pas seulement un dispositif de rémunération, c'est un nouveau modèle économique, avec l'objectif de faire des salariés des sociétaires de l'entreprise. 56 ans plus tard, on est donc encore très loin du compte, d'autant plus qu'il existe de grosses disparités en fonction de la taille de l'entreprise. La preuve, si dans celle de plus de 1000 salariés, 60% des employés ont touché une participation, dans les entreprises d'à peine plus de 50, ce n'est plus qu'un quart des effectifs. En revanche, si vous travaillez dans une société qui emploie entre 10 et 50 salariés, bonne nouvelle, dès 2025, le versement d'une prime de participation, jusque-là facultatif, sera obligatoire. La tentation n'est pas nouvelle de tout temps. Le travail dissimulé, non déclaré, a existé pour échapper aux impôts et aux charges sociales. Malgré les multiples contrôles, on estime que ce travail au noir représente un manque à gagner d'au moins 10 milliards d'euros par an pour les caisses de l'État. Pierre Corieux et David Bordier. Théo ne montrera pas son visage, car ce qu'il fait est illégal. Depuis quelques mois, il travaille à son compte en tant que vidéaste professionnel. Dès ses premiers contrats, il a pris une décision: déclarer aux impôts seulement la moitié de ce qu'il gagne. En clair, il travaille au noir. Pour une vidéo classique de 500 €, l'État me prendrait environ entre 200 et 230 € d'impôts et de cotisations. C'est énorme, clairement. Parce qu'une fois qu'on a payé effectivement le voyage, la nourriture, le logement s'il y a, du coup, il ne nous reste pas grand-chose. Ça vaut pas le coup, dans ce cas-là, autant rester à Pôle emploi. La plupart du temps, ses clients acceptent de le payer en espèces. Un choix temporaire, selon lui, afin de lancer son activité tout en se dégageant un petit salaire. Le problème, c'est que moins il déclare de revenus, moins il cotise pour sa retraite. Alors j'ai conscience qu'en travaillant au black, on ne cotise pas pour la retraite. Donc je pars du principe que la retraite, il faut se la faire aujourd'hui et maintenant, mettre de côté petit à petit. Travailler au noir, un risque pour le salarié, car en cas d'accident, il ne sera pas couvert. De son côté, l'employeur risque très gros, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le travail dissimulé, un délit de plus en plus traqué par les agents de l'URSSAF. Les redressements ont atteint un niveau record l'an dernier, 1,2 milliard d'euros. De l'argent qui pourrait permettre de financer 500 000 accouchements ou encore 68 millions de consultations chez un médecin généraliste. Selon l'URSSAF, les fraudeurs ne sont pas plus nombreux, ce sont les contrôles qui sont plus efficaces. On s'appuie de plus en plus sur l'intelligence artificielle, sur des méthodologies qu'on appelle le data mining, qui vont aller rechercher dans nos fichiers, dans des entrepôts de données, des profils types de fraudeurs et nous permettre ainsi de cibler plus efficacement les fraudes. Le BTP est de très loin le secteur où les redressements sont les plus nombreux, suivi des services aux entreprises et du commerce. Cet avocat pénaliste est spécialisé dans le travail dissimulé. Oui, c'est un dossier spécifique, typiquement en travail dissimulé. Selon lui, les fraudeurs sont très souvent des petits patrons qui cherchent à réduire leurs cotisations. Ce sont des PME plus ou moins importantes qui emploient des salariés non déclarés pour différentes raisons. Parce qu'elles ne peuvent pas embaucher, elles n'arrivent pas à embaucher, ou parce que ce sont des salariés qu'elles ne déclarent pas pour des questions de compétitivité. L'URSSAF va intensifier sa lutte contre le travail dissimulé en augmentant encore ses effectifs. Son objectif, atteindre les 5 milliards d'euros de redressement d'ici 2027.